Chapitre 7. Secourisme. Celui qui a dit « il est bon d'être désiré » n'a jamais considéré la chose sous l'angle pénal. 1 heure après l'explosion, tous les policiers de Londres ne désiraient qu'une chose, retrouver Tim. Les journaux et la télévision avaient déjà diffusé son portrait robot, et les affiches fleurissaient si vite sur les murs qu'on aurait pu soupçonner la police de les avoir fait imprimer à l'avance dans le cas où Tim commettrait un crime. Pourtant, nous n'avions volé que 70 livres. Maintenant, les billets me brûlaient littéralement la poche. Il faut dire que je les avais retirés tous fumants des décombres. L'explosion avait éventré la banque, déchiqueté les vêtements de la directrice et tué une famille de pigeons. La mort des pigeons m'attristait. Les pauvres bêtes ne l'avaient certainement pas prévu quand elles avaient fait leur nid dans la banque. Une partie de l'argent servit à acheter une chemise neuve à Tim. 70 livres sterling qui ne m'appartenaient pas, vous imaginez ce que je ressentais. Je regrettais qu'il n'y en ait pas davantage. Tim se changea dans les toilettes publiques, quelque part sous Trafalgar Square. C'est le seul endroit de Londres où il se sentait à l'abri. Je ne sais pas comment nous réussîmes à traverser la ville. Tout le monde nous recherchait. Tim se figeait chaque fois qu'une sirène de police hurlait, et gémissait à la seule vue d'un uniforme. À Londres, vous ne trouvez jamais un policier quand vous en avez besoin, mais il pullule quand vous n'en voulez pas. Même les agents de circulation semblaient s'être multipliés. En fait, il y avait plus d'agents que de circulation. Pas étonnant que Tim fût nerveux. Il était seul contre la ville entière. Le pire, c'est que nous ne savions pas où aller. Une seule chose était sûre. Nous avions besoin de temps pour nous reprendre, donc d'un toit pour la nuit. Un hôtel. Un endroit tranquille et bon marché où l'on ne regarderait pas les clients de trop près. Un hôtelier qui avait tellement besoin de clients qu'il ne leur jetait même pas un regard. J'ignore comment, mais je me retrouvais avec Tim à Paddington. C'est un quartier situé derrière une gare qui paraît être oublié depuis la dernière guerre. Les cafés et les maisons sont minuscules et sales, des flaques d'eau luisent sur la chaussée, même quand il ne pleut pas. En marchant dans ce quartier, on s'attend à chaque instant à entendre le hurlement des sirènes d'alerte aérienne et le vrombrissement des bombardiers de la Luftwaffe. C'était l'endroit idéal. Le soleil se couchait sur les usines à gaz et les hangars de chemin de fer. Enfin, nous étions seuls. Nous nous arrêtâmes dans une petite rue reculée, mais là aussi la police avait trouvé le moyen de passer. Un portrait robot de Tim en noir et blanc était placardé sur le mur avec ces simples mots. On recherche. Tim contempla sa propre image, comme s'il était impossible que ce regard fixe, ce nez pointu et cette bouche vaguement souriante fussent les siens. C'est terrible, Nick, murmura mon frère. Oui, nous sommes dans le pétrin. Non, je ne parle pas de ça, dit-il en désignant l'affiche. Ça ne me ressemble pas. Regarde ses yeux, ils m'ont fait une tête de bandit. Oh, Tim, soupirai-je. Inutile de discuter. Nous devions fuir cette rue au plus vite. Nous marchâmes encore une dizaine de minutes avant de dénicher le trou idéal où nous terrer pendant la nuit. Trou est le mot exact. Ce n'était pas un hôtel mais une pension de famille, une bâtisse décrépite et sale, sans aucun nom ou étoile sur la porte. Une simple pancarte était accrochée à la fenêtre. Chambre à louer. La pension se situait au bout d'un cul-de-sac, ce qui limitait la circulation. Et personne ne pourrait nous espionner d'en face, car la voie ferrée traversait le jardin. Si on voulait éviter de se faire écraser par le train, mieux valait ne pas tondre la pelouse. Qu'en penses-tu demanda Tim. Ça me semble parfait. Je tirai la clochette. Aussitôt, un peu de peinture s'écailla sur le mur. De près, la maison était encore plus minable. Les pensionnaires devaient avoir 8 pattes et dormir à l'intérieur des matelas. Mais il était trop tard pour reculer. La porte s'ouvrit, enveloppée d'un halo de lumière jaune. Une vieille dame toute menue nous inspecta d'un œil suspicieux. Elle portait un gilet gris qu'elle avait sans doute tricoté elle-même et dont le patron avait dû s'égarer en route. Sous le gilet apparaissait une robe froissée et, plus bas, une horrible paire de pantoufles roses avec d'énormes pompons. Aucun de ses vêtements n'était assorti. Même la lèvre supérieure de sa bouche fardée de violet n'était pas assortie à la lèvre inférieure.
C'est à quel sujet? demanda la vieille dame. Vous avez une chambre demanda Tim. Oh oui, S'exclama l'hôtelière en ouvrant la porte en grand. nous en avons même plusieurs. Entrez donc. Le hall aurait eu besoin d'un décorateur. Le dernier devait être mort depuis une bonne centaine d'années, et rien n'avait été modifié depuis. Le papier mural de style persan se décollait. Le tapis orné de volutes était si élimé que la moitié des volutes manquaient. Les radiateurs en fonte étaient tous allumés, si bien qu'on avait eu l'impression de pénétrer dans un haut fourneau. D'un côté, un escalier branlant s'enfonçait dans l'obscurité. De l'autre, une porte coulissante en verre donnait accès à un salon de réception. Dans le hall, il y avait une table en bois, et sur la table, un journal. Le visage de Tim occupait toute la première page. Tiens, ce doit être le journal du soir. Remarqua l'hôtelière en ramassant le quotidien. Je n'arrive pas à lire sans mes lunettes. Pendant qu'elle ouvrait la porte vitrée menant au salon, Tim me saisit le bras pour me souffler à l'oreille. Elle les a sur le nez, ces lunettes. Surtout ne lui dis pas, chuchotai-je. Aussi miteux que le hall, le salon était meublé de 6 fauteuils défoncés et d'une table basse maculée de taches de café. Pourtant, l'hôtelière en semblait très fière. Elle effectua une petite pirouette en entrant dans la pièce. L'espace d'un instant, on aurait cru une princesse de conte de fées faisant les honneurs de son palais. Je croyais le salon désert, mais je m'aperçus que 3 vieux monsieur s'y trouvaient. 2 jouaient aux échecs et un autre était assis à l'écart. Messieurs, Roucoula l'hôtelière. nous avons deux visiteurs. Elle déposa le journal sur un tabouret en précisant à notre intention. Je m'appelle Madame Jackson. Je suis la propriétaire de cette pension. Nous recevons peu de clients de passage, vous savez? Je ne vois vraiment pas pourquoi, murmurai-je en m'asseyant sur le journal, dans l'espoir de dissimuler la photo de Tim pendant au moins un moment. Voici mes pensionnaires. Poursuivit Madame Jackson avec un geste vers l'homme enfoncé dans son fauteuil. On n'apercevait que son crâne planté de quelques rares touffes de cheveux blonds, et son visage pouffon et souriant, Monsieur Blondini est artiste de variété. expliqua Madame Jackson. C'est un illusionniste, spécialiste de l'évasion. Enchanté, dit Tim en lui tendant la main. Monsieur Blondini ne prit pas la main de Tim. Il se trémoussa et je vis qu'il avait les mains et les jambes attachées au fauteuil, et les chaînes en travers de la poitrine. Je m'entraîne un peu, s'excusa-t-il avec un sourire. Et voici Monsieur Weber, qui vient d'Allemagne. Continua Madame Jackson. Monsieur Weber avait le teint gris et les cheveux argent. Il nous jeta un regard furieux et s'exclama. Il est sur le journal. Mais non, ce n'est pas moi, se défendit Tim en bredouillant. Je sais que ce n'est pas vous, gronda Monsieur Weber en pointant sur moi un doigt menaçant. C'est lui. Que faites-vous sur mon journal? Oh, j'aime rester en contact avec l'actualité, répondis-je en haussant les épaules. Madame Jackson se tourna en souriant vers le troisième personnage, un monsieur aux cheveux bouclés et à l'air timide. Voici Monsieur Ferguson. Annonça-t-elle en attirant Tim à l'écart pour lui glisser tout bas. Surtout ne mentionnez rien qui évoque la montagne ou les endroits élevés devant lui. Monsieur Ferguson souffre terriblement du vertige. Je n'aborderai que des sujets terre à terre, promit Tim. Madame Jackson esquissa une moue dubitative, puis reprit à haute voix. Je vais vous installer au premier étage. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux. Pourquoi, c'est la chambre numéro 13 Non, dit Madame Jackson avec un sourire. c'est 13 livres la nuit. Chambre numéro 5. La chambre était aussi peu engageante que le reste de la maison. Un lit bosselé, une banquette, un placard et une jolie vue sur la voie de chemin de fer. Mais je m'en fichais. J'étais content d'être à l'abri. Quel côté du lit préfères-tu demandai-je à Tim. L'intérieur, répondit mon frère en ôtant ses chaussures avant de jeter sur le lit. Je m'assis à côté de lui et ouvris le journal que j'avais discrètement emprunté. Tu as droit à la toute première page, Tim. Je ne veux pas le savoir. Je feuilletai le journal à la recherche de l'article nous concernant et tombai sur la photo d'un homme qui m'était sorti de l'esprit. Je lus la légende à haute voix. Ernest Lemon achète Albert Hall. Qui est Albert Hall demanda mon frère. Le théâtre Albert Hall, rectifiai-je. Ernest Lemon est promoteur immobilier. Il veut transformer le théâtre Albert Hall en centre commercial. Pourquoi t'intéresses-tu à lui J'ai déjà vu sa photo.
Je parlais à Tim de l'article de journal trouvé dans la chambre d'hôtel de MacGuffin, avec la photo encadrée d'un trait bleu. C'était le même bonhomme, sans aucun doute possible. Mais pourquoi MacGuffin s'intéressait-il à un promoteur immobilier? Et si Lemon était autre que Charon? Suggéra Tim. Il y a un moyen de le savoir. À en croire cet article, Lemon doit se rendre à l'Albert Hall demain, à midi. Mais comment saurons-nous qu'il s'agit de Charon? Tu pourras compter ses doigts. Comment? Si c'est vraiment Charon, tu trouveras ses mains autour de ton cou. Il était 11h30 le lendemain matin quand nous arrivâmes au théâtre Albert Hall. Pour qu'on ne le reconnaisse pas, Tim s'était acheté des lunettes de soleil. Et comme tout le monde portait des lunettes de soleil par cette éclatante journée d'été, il se fondit dans la foule. Une trentaine de personnes étaient groupées devant le théâtre. Visiblement, tous ces gens avaient lu le même article et venaient montrer à Lemon ce qu'ils pensaient de lui. Ils braillaient déjà à notre arrivée. Certains brandissaient des pancartes. Sauvez l'Albert Hall! Du Chopin, pas du shopping! Bien sûr, des policiers les encadraient. C'était plutôt mauvais signe pour nous, mais ils étaient tellement occupés à contenir les manifestants qu'ils ne nous remarquèrent même pas. Un panneau informait sur les prochains concerts, mais pour l'instant, pas d'autre musique que celle des manifestants. Ils venaient d'entonner un chœur extrait de la Jérusalem délivrée. Il n'est sans doute pas encore arrivé, dis-je. Tim soupira. Comment allons-nous lui parler en présence de tous ces gens, Nick? Je ne sais pas. On pourrait peut-être entrer à l'intérieur. J'ai une idée. Nous allons nous déguiser en chanteurs de chorale. Quoi? Regarde, dit Tim en montrant une affiche qui annonçait un concert des jeunes choristes de Vienne. Je lus rapidement l'affiche et secouai la tête. Impossible, Tim. Nous ne savons pas chanter, nous ne sommes pas viennois, tu n'as pas l'air d'une jeune choriste, et le concert a eu lieu la semaine dernière. Dommage, dit-il en haussant les épaules. Sinon, c'était une bonne idée, tu ne trouves pas? Pour les secouristes! Pour les secouristes! Un vieil homme passa à côté de nous, une pancarte autour du cou en agitant devant lui une boîte en fer. Pour les secouristes! Il avait une voix de crécelle. L'un des manifestants s'arrêta pour glisser une pièce dans la boîte en fer. Le vieil homme lui épingla l'insigne des secouristes sur le revers de la veste et s'éloigna. C'est drôle, je croyais que la journée de secourisme était déjà passée. Tim ignora ma remarque. Tim. Nick, comment allons-nous entrer dans le théâtre? À ce moment, les manifestants entamèrent le second couplet de la Jérusalem délivrée. Qu'on apporte mon chariot de feu. Ils chantaient horriblement faux. Le quêteur des secouristes disparut dans la foule. Essayons par derrière, suggérai-je à Tim. Si vous n'y êtes jamais allé, sachez que le théâtre Albert Hall est un gros édifice tout rond, avec une vingtaine de portes et un dôme. Imaginez un énorme gâteau en briques rouges, ça vous donnera l'idée générale. La façade principale est située devant Hyde Park. C'est là que se tenaient les manifestants. Nous fîmes le tour par l'allée cimentée en espérant trouver une porte ouverte et un moyen d'entrer. Toutes les portes étaient verrouillées, mais l'homme que nous cherchions fit soudain son apparition. Quand il était arrivé au volant de sa Porsche, Ernest Lemon avait aperçu les manifestants et préférait faire le tour pour les éviter. Je le reconnus au premier coup d'œil. Tout en lui était acéré, anguleux, ses yeux, ses pommettes et même sa façon de s'habiller. Cet homme avait converti des manoirs en parcs d'attractions, des châteaux en parking à plusieurs niveaux, des salles de concert en centres commerciaux. C'était à se demander si sa Porsche n'était pas une ancienne Rolls-Royce. Ernest Lemon s'était garé en stationnement interdit. Au moment où nous approchions, il s'élançait sur les premières marches du vaste escalier à l'arrière de l'Albert Hall. Au même moment, le vieil homme qui faisait la quête avec sa boîte en fer apparut. Pour les secouristes! Clamait-il de sa voix grinçante en agitant les pièces dans la boîte. Je crus que Lemon allait le dépasser. Au lieu de cela, il s'arrêta brusquement, plongea deux doigts dans la poche de son gilet pour en sortir un penny flambant neuf. Je le vis étinceler dans le soleil. Le vieil homme s'approcha en boitillant. Tim et moi étions à mi-hauteur de l'escalier, Lemon juste au-dessus de nous. Rien ne nous échappa. La scène se déroula comme au ralenti. Lemon tendit la main pour mettre la pièce dans la boîte. Le vieil homme prit un insigne sur le plateau suspendu à son cou. L'insigne était fixé à une épingle. Mais l'épingle mesurait 40 centimètres de long. Au moment où Lemon lâchait sa pièce dans la forme de la boîte, le quêteur des secouristes, qui ne faisait pas plus la quête que moi, brandit l'épingle.
L'aiguille transperça le costume sur mesure de Lemon pour s'enfoncer droit dans son cœur, également sur mesure. Lemon poussa un cri, Tim un couinement. Le foquetteur se tourna vers moi l'espace d'un instant et je compris que, sous le maquillage, la perruque, la fausse barbe et les gencives rembourrées, les yeux qui me fixaient étaient ceux de Charon. Puis il s'enfuit. Lemon pivota sur lui-même et, moitié dansant, moitié titubant, il redescendit les marches vers nous. Tim se précipita avant que j'aie pu le retenir. Lemon lui tomba dans les bras. « Il l'a tué !» hurla quelqu'un. « Je l'ai vu !»« Appelez la police !» Les manifestants venaient de surgir. Ils avaient vraiment mal choisi leur moment pour faire le tour du théâtre. Ils étaient trop loin pour avoir vu ce qui s'était passé, mais ils en étaient arrivés très vite à une conclusion. Tim était le parfait coupable. « Hé, attendez! Vous vous trompez !» bredouillait mon frère. « Nick, il ne croit tout de même pas ?»« Filons d'ici en vitesse, Tim. »« Mais, et Monsieur Lemon ?» Le petit insigne de secouriste flottait au bout de l'aiguille de 40 centimètres. Inutile de l'attendre, Tim. Monsieur Lemon est planté là pour longtemps.